passe officiellement le 26 décembre prochain au statut de ville patrimoine de l'humanité, un événement qui se prépare à accueillir les habitants de la capitale de l'Aïr. National, précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Dunia TV. Je le disais, Agadez prépare le 26 décembre prochain une fête pour marquer le passage de la vieille ville au rang de ville patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. D'autres précisions avec notre correspondant sur place, Ramédé Alassane. Sur la place du sultanat, une foule importante composée d'hommes et de femmes, de jeunes et de plus âgés se pressait. Au fond de la cour, le sultan d'Agadez, Oumarou Ibrahim Oumarou, à ses côtés, l'Anastafidet, le chef de toute la communauté Keloé de la région d'Agadez et tous les dignitaires du palais. Au centre de cette importante rencontre de concertation organisée à l'initiative du sultan d'Agadez et à laquelle participent élus locaux et responsables des forces de défense et de sécurité, cadre administratif, les préparatifs de la fête du 26 décembre prochain pour célébrer le classement d'Agadez au rang de ville patrimoine de l'humanité. Pour tout le monde ici à Agadez, la désignation de la ville ancienne d'Agadez au rang du patrimoine de l'humanité est un grand motif de fierté. Dans son intervention, le vice-maire de la ville d'Agadez et le président du comité d'organisation de cette célébration a retracé le travail de lobbying effectué par le sultan d'Agadez, le secrétaire général de la région ainsi qu'une délégation du ministère en charge de la culture pour cette consécration. Ce qui confortera sans doute la position d'Agadez de ville phare du tourisme au Niger. Et ce n'est pas par hasard si les différents intervenants au cours de cette rencontre ont salué le retour de la paix dans la région. Le mot d'ordre est désormais à la mobilisation. Agadez, avec ses quartiers anciens, ses mosquées historiques et son style de construction traditionnelle, doit être à la hauteur du choix porté par l'UNESCO. En s'adressant à la population, le sultan Oumarou Ibrahim Oumarou a rappelé l'engagement d'Agadez, la ville historique, d'organiser une grande fête pour marquer son entrée dans le panthéon des villes patrimoine de l'humanité. La contribution à cet événement des ressortissants d'Agadez résidant à Niamey est déjà évaluée à 8,7 millions de francs CFA. Des sketchs de sensibilisation en faveur de la salubrité et de l'assainissement de la ville ont ponctué la rencontre de concertation du mardi 17 décembre. Je le disais également dans les titres, le président de l'Assemblée nationale a procédé ce matin à l'installation officielle de la deuxième législature du Parlement des jeunes au titre de la 7e République. Voyons donc le résumé de cette cérémonie avec Hima Seibou. Au total, 113 députés juniors, dont 54 filles, ont été sélectionnés selon leur mérite dans les différents établissements publics et privés du Niger. Ces jeunes parlementaires ont été officiellement installés ce mardi 24 décembre par le président de l'Assemblée nationale, Hamma Amadou. Le représentant de la région de Niamey a d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue à l'assistance avant de citer les objectifs assignés à ces jeunes députés. La présente session sera aussi mise à profit pour mettre en place le bureau du Parlement des jeunes. Seront également débattues au cours de cette session des questions de l'ère comme la corruption. Les jeunes parlementaires ensuite découvriront certaines structures qui participent à la création d'un cadre protecteur de l'enfant, notamment l'UNICEF, la Direction nationale de la protection de l'enfant, l'ONG EPAD. Le président du réseau des parlements des jeunes a fait un bref historique du réseau. Il a par ailleurs réaffirmé leur engagement à accompagner ces jeunes parlementaires dans leur noble mission. Vous venez d'être sélectionnés sur la base de la qualité de votre travail scolaire, c'est-à-dire que vous êtes les meilleurs de vos établissements respectifs. Votre qualité d'élève excellent vous permettra d'assimiler rapidement les enseignements que vous en tirerez de vos 2 années de mandat et la qualité de l'acquisition des connaissances acquises se fera aisément et fidèlement auprès des populations avec lesquelles vous vivez. Le réseau du Parlement des jeunes sera toujours à vos côtés afin de vous aider à atteindre les objectifs qui sont assignés à votre Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a dans son discours souhaité la bienvenue à ces jeunes
dans la grande famille du Parlement avant de les exhorter à remplir fidèlement et loyalement les tâches qui leur sont confiées. Votre présence ici, dans cette auguste institution, n'est donc ni une promenade de santé, ni le fruit du hasard. Pendant les 2 ans qui vont suivre, vous travaillerez avec des frères et sœurs venus de toutes les régions de notre pays, avec souvent une langue et une culture différentes de la vôtre. Votre nouvelle vie parlementaire vous appelle donc à la découverte de l'autre, à l'acceptation et au respect de la différence, chose indispensable à la réussite de votre mission, tout comme, de manière plus générale, à l'édification d'une société unie et indivisible, et à même de relever tous les défis qui se posent à elle. C'est cette même unité entre les membres d'une même communauté qui permet de remporter des victoires en tant que véritable rempart contre toutes les sortes de crises, que celles-ci soient du fait de la nature ou du fait des hommes. C'est lorsque les citoyens d'un État peuvent se donner la main sans appréhension, dans la fraternité, qu'ils peuvent construire une société harmonieuse et prospère, capable de résister à toutes les vicissitudes de la vie. Ces jeunes parlementaires auront une mandature de 2 ans, durant lesquels ils seront formés sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne les jeunes, car ils sont les dignes représentants de la jeunesse et ayant connaissance des vrais problèmes auxquels font face les jeunes. Politique nationale de l'emploi, c'est le thème sous lequel sont ouverts ce matin les travaux d'un atelier de formation organisé par le réseau des femmes cadres supérieures du Niger REFCAN, un séminaire de 2 jours et qui vise entre autres à vulgariser la politique nationale de l'emploi. Service Ngardjela. Le réseau des femmes cadres supérieures du Niger REFCAN cherche à saisir les possibilités qu'offre le plan de développement économique et social PDS. C'est dans ce cadre qu'il a organisé cet atelier en vue de renforcer les capacités des femmes de la société civile en matière de politique nationale d'emploi. Les participantes auront à échanger sur les stratégies pouvant leur permettre de chercher un emploi et de gérer leur carrière. Il s'agit pour le REFCAN de vulgariser le PDS, la politique nationale de l'emploi, et de partager son expérience de gestion de carrière avec les organisations sœurs de la société civile et les jeunes diplômés sans emploi, afin de les doter des aptitudes leur permettant de comprendre les enjeux qui entourent la carrière d'une femme, les différents leviers pour une bonne gestion de sa carrière et les aptitudes pour mieux communiquer et faire valoir son point de vue. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a rassuré les participantes du soutien de son département en faveur de la promotion de l'emploi et de la femme nigérienne. Ce séminaire sera l'occasion pour vous de faire un bilan de carrière et l'occasion de profiter de l'expérience de vos aînés pour élaborer des stratégies d'un plan de développement professionnel. Voilà pourquoi nous saluons cette initiative et exhortons le réseau des femmes cadres supérieures du Niger à persévérer dans son action de renforcement des capacités des femmes. Plus d'une quarantaine de femmes venues des 8 régions du Niger prennent part à ces séminaires. Et puis vous l'avez compris, nous recevons ce soir sur ce plateau un invité. Il s'agit justement de Madame Trapsida Fatima Mamadou. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du REFCAN. Le REFCAN, c'est le réseau des femmes cadres supérieures du Niger. Alors madame, parlez-nous un peu de votre cadre, je veux dire du REFCAN. Quels sont surtout les objectifs que vise le REFCAN? Bon, avant de parler des objectifs, je vous présenterai d'abord le réseau des femmes cadres supérieures du Niger. C'est un réseau qui a été créé depuis 2007, mais qui n'a reçu son agrément qu'en 2010. Et ce réseau compte aujourd'hui 600 membres répartis sur l'ensemble du territoire national parce que nous avons des points focaux dans toutes les régions. Donc, pour parler des objectifs du REFCAN, nous nous sommes rendus compte que la femme cadre supérieure est un peu cachée. Elle ne se montre pas, elle travaille, et à la maison et au travail.
elle ne se montre pas. Donc nous nous sommes dit, nous allons créer ce réseau-là pour que la femme cadre soit visible. Mais le premier objectif, c'est vraiment la promotion de la femme nigérienne et en particulier maintenant de la femme cadre. Nous voulons la rendre visible et nous voulons tout faire pour que la femme cadre participe réellement aux actions de développement de notre pays et qu'elle soit à même et qu'elle le fasse à côté, si vous voulez, de tout ce qui concerne les décisions à prendre dans la vie publique et dans la vie, dans les affaires privées. Alors justement, madame, vous venez de commencer ou de débuter un atelier, un séminaire, on va dire. Les travaux, l'ouverture, c'était donc ce matin. Alors, ce même séminaire porte sur le thème politique nationale de l'emploi. Dites-nous, pourquoi le choix d'un tel thème? Bon, ce thème-là, c'est un thème qui est vraiment d'actualité. Si vous regardez aujourd'hui, nous avons plein de bus qui sont remplis, qui sortent pour aller à l'extérieur, des gens qui ont des problèmes pour aller à l'extérieur travailler, alors que nous avons ici des opportunités que nous pouvons exploiter. Le PDS, donc le plan de développement économique et social, qui a été élaboré, est là et constitue un cadre de référence fédérateur où tout le monde peut trouver quelque chose à faire. Et c'est pour ça que nous avons pris ce volet de politique nationale de l'emploi. Et surtout, nous avons voulu vulgariser ce PDS et ce programme de l'emploi-là à l'intention des femmes. Pas des femmes cadres seulement, mais des femmes de la société civile et surtout des diplômés sans emploi. Et la femme rurale La femme rurale aussi trouve son compte. On fera autre chose au moment voulu pour la femme rurale, mais aujourd'hui, ce qu'on a pris en compte, c'est le développement, en tout cas, que chacun puisse trouver quelque chose à faire. Quand vous regardez le PDS, vous avez 86 programmes, mais chacun peut trouver à s'incruster là-dedans pour faire quelque chose. Quand vous regardez le programme national de l'emploi, vous trouvez aussi des éléments qui nous concernent, nous les femmes, les jeunes filles et les jeunes gens, que nous pouvons exploiter. Mais malheureusement, les gens ne sont pas assez sensibilisés, assez informés de ces possibilités-là. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire ce séminaire, atelier de vulgarisation et du PDS et du PNE, donc du Programme national de l'emploi. Et maintenant, il y a un problème qui se pose pour les femmes, c'est le problème de la gestion de la carrière. Pas gérer seulement la carrière à la fonction publique, parce que la carrière, elle commence peut-être même avant qu'on ne finisse les études, il faut déjà qu'on se fixe sur ce qu'on peut ou qu'on veut faire. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on doit commencer à gérer sa carrière. Et la carrière ne finit pas quand on va à la retraite. Et ça, c'est en direction de mes collègues retraités pour dire que la carrière ne s'arrête pas le jour où on prend sa retraite, mais c'est encore une nouvelle vie qui peut renaître à partir de cette retraite-là. Et c'est l'occasion, peut-être même et le plus souvent, de créer des emplois pour nos jeunes enfants, donc les diplômés sans emploi, et parce que nous avons de l'expérience. Et cette expérience-là, il faut la mettre au service des plus jeunes. Alors, justement, madame, parlez-nous maintenant de vos perspectives. Avez-vous des perspectives à court et à moyen terme, sûrement? Oui, nous en avons. Depuis que le REFCAN a été créé, il a fait beaucoup de renforcement de capacités. Et surtout en matière de gestion de carrière des femmes. Et à partir de ces formations qui ont été faites, de ces renforcements de capacités, beaucoup de femmes ont appris à se connaître et à gérer leur carrière. Il y en a qui ont carrément changé de métier à partir de la connaissance de soi. Parce que nous avons toute une série de tests que nous faisons pour que la personne puisse savoir qui elle est et voir maintenant qu'est-ce qui lui va comme métier. Maintenant, le plus important, par exemple, pour nos diplômés sans emploi, si elles arrivent à faire ces renforcements, à apprendre même
ça va les aider à choisir un métier parce qu'elles sauront qu'elles sont capables de le faire, elles ont les habiletés pour le faire et elles vont s'y lancer. En tout cas, merci madame. Nous vous remercions pour toutes ces précisions et vous pouvez également rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Suite de ce journal à Maradi, le ministre des Postes Abdou Mani, qui au terme donc de sa tournée d'évaluation de la région de Maradi, s'était retrouvé avec les responsables régionaux et départementaux pour faire la synthèse des résultats de la campagne agro-silvo-pastorale dans la dite région. Cette réunion de synthèse marque la fin de la mission d'évaluation du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique sur les sites de culture irrigués de la région de Maradi. Comme son nom l'indique, cette réunion est celle de la présentation des résultats de la campagne agricole par les directeurs régionaux des différents services, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'environnement et l'hydraulique. En prononçant l'allocution d'ouverture de cette réunion, le ministre s'est surtout réjoui des résultats satisfaisants de la campagne agricole dans la région de Maradi. Résultats qui s'expriment par un excédent céréalier de plus de 55 000 tonnes, à l'exception du département de Méhéi qui est déficitaire. Nous avons mis cette mission à profit pour nous entretenir avec la population sur les sujets d'actualité, notamment la sécurité. Il y a deux sortes de sécurité, la sécurité alimentaire et la sécurité du pays d'une manière globale. Nous avons entretenu aussi la population sur le sujet du moment, notamment le vote de la motion de confiance. Nous avons aussi entretenu la population sur un peu la stabilité politique au niveau de notre pays et appeler tout le monde à adhérer au programme du chef de l'État. Après la présentation de 4 exposés dans les domaines précités et les échanges qui se sont suivis entre participants, plusieurs recommandations ont été formulées par ceux-ci en vue d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Après le mot de remerciement du gouverneur à tous ceux qui ont concouru à la réussite de cette mission, le ministre a prononcé le discours de clôture de cette cérémonie. Il ressort que de manière globale, la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique a été marquée par une installation tardive des pluies. Cette campagne a été caractérisée par une pluviométrie faible et irrégulière de mai à juillet et qui s'est intensifiée au cours du mois d'août, occasionnant par endroits des inondations. La reprise de la pluviométrie a permis une bonne évolution des cultures et la germination des espèces herbacées au niveau de toutes les régions du pays. Cependant, avec l'irrégularité, voire l'arrêt brusque des précipitations dès la première décade du mois de septembre, les espoirs des paysans se sont estompés. Ces deux phénomènes ont eu pour conséquence un déficit céréalier d'environ 391 458 tonnes et un déficit fourrager théorique de l'ordre de 6 708 832 tonnes de matière sèche, correspondant à 30% des besoins du cheptel national. Les résultats de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2013-2014 se présentent comme suit au niveau de la région de Maradi. Sur le plan agricole, il ressort un excédent céréalier au niveau de tous les départements de la région de Maradi, à l'exception du département de Méhéi. Le bilan général de ces 6 jours de mission à l'intérieur de la région de Maradi révèle une satisfaction de la campagne agro-silvo-pastorale 2013, malgré sa... Voilà, merci aussi Abdraman pour ce compte rendu. Et puis en marge de sa mission d'évaluation de la campagne agricole qu'il a conduite dans la région de Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a effectué une série de visites au Sultanat et à bien d'autres endroits. En mission d'évaluation de la campagne agricole 2012-2013 dans la région de Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a terminé sa mission dans la ville de Maradi où il a effectué une série de visites. La première étape était le palais du Sultanat de Katina pour saluer et échanger avec le sultan sur la situation agricole, objet de sa mission.
Après l'étape du sultanat, le ministre s'est rendu au magasin de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole où environ 1100 tonnes d'engrais sont stockées et un important dispositif d'engins agricoles acquis sur fonds propres de l'État. Il s'est ensuite rendu au magasin de l'OPVN de Maradi pour s'enquérir des conditions de stockage de plus de 4600 tonnes de céréales. L'hôpital de Maradi a également reçu la visite du ministre Abdoumani où il a visité un bâtiment en construction avant de se rendre au chevet de quelques patients et visiter un forage en construction. Après toutes ces étapes, le ministre s'est rendu à une cérémonie de remise de 50 motos à 50 jeunes de la ville de Maradi, une initiative de Alaji Sani Atia, un militant du PNDS Taraya. Matasa zaman banza ya musu yawa. Dangance da haka nan shi kaga ya kamata a ba su aiki a samu wasu motuna masu ƙafa biyu da masu ƙafa uku da ɓangaren guragu da ɓangaren nakasassu za a ba ɗiyansu don in Allah ya sa suka yi wannan aiki za su taimaka ma iyayensu, za su taimaka ma 'yan uwansu, za su taimaka ma matansu, za su taimaka ma iyalansu. Shi yasa daga cikin wayannan motuna muka fara kawo guda 50 dangance da abin da za mu yi sabuwar shekara ne muka fara tun yanzu saboda mutane suna cikin matsala. Wannan motuna guda 50 ga yau dinnan insha Allah za mu damƙa su ga hannun mutanen da ya dace kuma su ci gaba da aiki da su. Akwai wasu sharuɗa da muka gitta musu da alƙawalla da muka ɗauka tsakaninmu da su. Un geste social vivement encouragé par les autorités régionales de Maradi. Je pense que c'est une activité louable et on va l'encourager à faire plus, à faire davantage parce qu'il a l'intention d'acheter une autre tranche de 50 motos pour distribuer aux jeunes. Et je pense qu'à travers cet acte, il y en a d'autres qui vont limiter, qui vont acheter ou des véhicules ou même faire autre chose qui va pour le bien de la population. Une cérémonie d'appui au programme de la Renaissance pour la réduction du chômage des jeunes dans la région de Maradi qui a rendu fier le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. C'était donc un compte-rendu signé Alzouma Seni Soumaïla. Autre aspect de ce journal, le secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, a effectué une visite de travail hier dans la capitale nigérienne. Objectif, remettre officiellement au président de la République les 43 projets réalisés par la dite organisation dans le cadre de l'exécution des recommandations de la conférence de Doha tenue en 2007 au Qatar. Damana Abdoulaye pour les précisions. C'est à 11h30 heure locale que l'avion qui transportait le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey, accueilli à sa descente d'avion par les membres du gouvernement, des diplomates et de quelques officiels. La délégation conduite par le secrétaire général de l'OCI s'est rendue sur le site d'aménagement de la ferme agricole de Ganchi-Bassarou dans le département de Saï. D'une superficie de 50 hectares au profit de 200 ménages, cette ferme agricole servira aux cultures maraîchères à faible échelle telles que l'oignon, le maïs, le chou, le poivron, le gombo et la tomate. L'autre partie de ce site sera réservée à la riziculture. Par la suite, le secrétaire général de l'OCI s'est rendu dans le village de Ganchi-Bassarou qui, à l'image de 20 autres villages dans les régions de Dosso et Tilaberi, a bénéficié d'un puits cimenté. Face à cet exploit de l'OCI, qu'il s'agisse du développement de l'irrigation, la protection de l'environnement, le développement de la pisciculture ou encore de la réalisation d'ouvrages hydrauliques, les populations bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Avec la manne provenant des cultures maraîchères de cette ferme agricole, nous allons subvenir aux besoins de nos familles, notamment nos jeunes filles scolarisées. Nous pouvons être que très satisfaits des réalisations faites par l'OCI pour en tout cas nous aider dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire de nos populations. Ça fait le deuxième aménagement réalisé par l'OCI au niveau de notre département. Nous pouvons que nous en réjouir.
Nous remercions l'OCI pour avoir doté notre village d'un puits cimenté. À nous maintenant de l'utiliser à bon escient. Au terme de cette visite de terrain, le secrétaire général de l'OCI et sa délégation s'est ensuite rendu à la Villa Verte où les attendaient les membres du gouvernement. Après un bref échange portant surtout sur la coopération islamique et les réalisations faites au Niger, le secrétaire général de l'OCI a été élevé au grade d'officier des palmes académiques du Niger pour bon et loyaux services rendus au Niger. Pendant votre séjour à la tête de notre organisation, vous avez rendu plusieurs visites au Niger. Vous avez été à l'initiative du Grand Forum de Doha, qui avait été un grand moment de mobilisation internationale au profit du Niger. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je fais de vous officier de l'Ordre des Palmes académiques du Niger. Ensuite, le secrétaire général de l'OCI a été reçu par le président de la République, Issoufou Mahamadou. À ce niveau, les échanges ont porté sur la coopération entre l'OCI et la République du Niger. La remise officielle du document portant exécution des 41 projets signés le 15 juin 2012 entre la République du Niger et l'OCI dans le cadre de l'exécution des recommandations de la conférence de Doha tenu au Qatar en 2007. Well, we talked mainly on the projects of OIC, which has been fulfilled. 45 projects fulfilled in the last 2 years. Nous sommes parvenus à mettre en œuvre 45 projets. Et en 2010, par exemple, nous sommes venus, nous avons pu distribuer 2000 tonnes de mil. En 2011, on a fait la ferme de Télaré, le plateau de Courté. Cette année-ci et l'année dernière, nous avons engagé 42 projets et cette année, nous les avons livrés dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pisciculture et l'hydraulique. Donc, en tout et pour tout, ça fait 45 projets. Donc, sentiment de satisfaction et aussi de gratitude envers le peuple nigérien et ses cadres qui nous ont permis d'élaborer ces projets et de les mettre en œuvre en travaillant en synergie. Le secrétaire général de l'OCI avait promis au président Issoufou qu'il ferait tout son possible qu'avant la fin de son mandat, qu'il revienne à Niamey pour lui dire « Vous m'avez demandé en tant que président de la République du Niger de faire telle et telle chose ». Il lui avait dit « Je veux que les projets que vous ayez signés avec le ministère des Affaires étrangères dans le domaine, comme j'ai eu à le dire, agricole, hydraulique et piscicole, soient mis en œuvre. Nous avons tenu notre pari. Le but recherché par l'ensemble de ces projets réalisés par l'OCI, allant des aménagements hydro-agricoles à la construction des puits cimentés dans les régions de Dosso et Tillabéri et les forages périurbains de Niamey, concourent au développement des populations. Cette dernière mission officielle du secrétaire général de l'OCI, car étant en fin de mandat ici au Niger, prouve si besoin est de l'engagement de cette structure aux côtés des populations nigériennes les plus vulnérables. Ce matin, au Palais des Congrès de Niamey, des travaux d'un atelier dit de présentation des résultats définitifs de la 4e enquête démographique et de santé et indicateurs multiples. D'autres détails dans ce compte-rendu signé Seni Maikido Jibril. Initié par l'Institut national de la statistique, INS, dans l'optique de présenter les résultats définitifs de la 4e enquête démographique et de santé et en indicateurs multiples 2012, cet atelier constitue une étape importante dans l'agenda statistique national et un moment clé dans l'élaboration des politiques et programmes nationaux. Les résultats issus de cette enquête sont certes appréciables, mais leur utilisation constitue un défi majeur. Pour mettre davantage la statistique au service du développement, il s'avère nécessaire de consolider les efforts d'amélioration de la qualité de la production de statistiques par la réduction des délais entre la réalisation des enquêtes et la mise à disposition des données. Il s'agit également de développer en partenariat avec les universités et les instituts de recherche pour aller au-delà des chiffres et tenter de comprendre les logiques qui sous-tendent les comportements, les attitudes et les pratiques des communautés. Cela est nécessaire pour améliorer les conditions de vie des populations et les perspectives de développement humain au Niger.
Il faut souligner que la qualité et la fiabilité des résultats préliminaires de l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples 2012 ont suscité un grand intérêt particulier de la part du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers. Les résultats de l'EDSN 2012 sont fort encourageants pour notre pays, mais appellent également à des actions immédiates à certains égards. En effet, ces résultats indiquent que la mortalité infantile et la mortalité infanto-juvénile ont connu une baisse significative en 10 ans. Leurs niveaux sont passés respectivement de 81 pour 1000 en 2006 à 51 pour 1000 en 2012 et de 198 pour 1000 en 2006 à 127 pour 1000 en 2012. Ceci est la conséquence des multiples efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement. Vu l'importance des résultats de cette 4e enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples de l'année 2012, les autorités de la 7e République doivent consentir leurs efforts pour que ces résultats soient utilisés afin d'orienter et d'intensifier leur politique dans le sens d'honorer leurs engagements vis-à-vis des populations. Fin hier au Palais des Congrès de Niamey, des festivités entrant dans le cadre du Salon national de la recherche, de l'invention et de l'innovation, un atelier co-organisé par les ministères en charge des mines et celui de l'enseignement supérieur. Al-Mokhtar Kaini. Plusieurs prix ont marqué la clôture de ce salon de la créativité, de l'invention et de l'innovation co-organisé par le ministère des Mines et celui de l'enseignement supérieur. Quels sont les critères mis en compétition? Écoutons à ce propos le président du jury. Les critères d'évaluation qui ont guidé le choix des œuvres sont principalement l'originalité et l'esprit inventif, l'intérêt économique et social de l'œuvre, l'intérêt pour la sécurité alimentaire et le stade de développement de l'œuvre. Sur la base donc de ces critères, plusieurs talents de créateurs et d'inventeurs ont été primés par le jury. Le premier type, c'est les prix d'encouragement de 100 000 francs CFA chacun au nom de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, les médailles de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et les grands prix du salon. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a salué la participation des chercheurs. Nous voici au terme de l'exposition des œuvres du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. L'importance et la qualité des chercheurs et opérateurs économiques présents à cette cérémonie m'autorisent à dire que le message de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, est entendu, à savoir utiliser nos propres capacités à faire de l'initiative 3N notre révolution verte. Soucieux des situations difficiles que vivent nos 20 populations du fait du déficit pluviométrique récurrent, il a, dès son accession à la magistrature suprême, lancé cette initiative pour les soustraire du cycle infernal d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et que plus que jamais, sécheresse ne soit synonyme de famine dans notre pays. L'un des lauréats, en l'occurrence le plus jeune inventeur, nous donne ses impressions. C'est une émotion de joie qui m'amène aujourd'hui, puisque, comme vous venez de le voir, je suis le plus jeune inventeur qui vient de le faire. Et puis encore, je suis quelqu'un de très ouvert, puisque je fréquente mes frères et tout, et ça ne m'empêche pas de travailler. Donc j'incite le jeune Nigérien d'innover, puisque c'est seulement l'innovation qui différencie les nations. Donc c'est essentiellement ça que j'aimerais informer tous les Nigériens. La cérémonie qui a été belle a pris fin sur une note de satisfaction. Cette initiative est à saluer pour le développement de la recherche et de l'innovation au Niger. Sur un tout autre plan, cérémonie de baptême hier des élèves de la 18e promotion des enfants de troupe du Prytanée militaire de Niamey.
La dite cérémonie était placée sous la présidence du ministre en charge de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Regardez. Ils étaient nombreux, parents d'élèves et autres distingués invités à prendre part aux côtés du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que de la hiérarchie militaire à cette cérémonie de grand jour consacrant le baptême des élèves de la 18e promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey. Une cérémonie empreinte de solennité et de symbole démarrée sur ce mot du président des élèves du Prytanée militaire de Niamey à l'endroit des cadets. Élèves originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad, du Togo et de la Centrafrique composent la présente promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey. Une promotion jugée désormais apte à recevoir les attributs de l'école au terme de 3 mois d'initiation au rudiment de la vie militaire. Élèves de la 18e promotion, 3 mois durant, en dépit de votre jeune âge, variant de 10 à 14 ans, vous avez reçu de vos aînés une initiation à la vie militaire sous la supervision de votre encadrement. Pendant toute cette période, vous avez subi avec courage cette nouvelle épreuve propre à la formation de l'enfant de troupe. Je me réjouis sincèrement de votre engagement et de votre dynamisme qui ont largement contribué à votre adaptation à ce nouveau milieu. Enfant de troupe de la 18e promotion du Prytanée militaire de Niamey, le fanion de l'école va bientôt vous être présenté. Manifestation de la tradition, ce rituel vous rendra dorénavant apte à prendre part aux cérémonies de prise d'armes. Devant l'encadrement et la hiérarchie présente à la cérémonie, ces élèves de la 18e promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey devaient à leur tour prendre l'engagement de continuer à porter encore plus haut le fanion de l'école, mais aussi et surtout à cultiver l'amour de la patrie. Plusieurs festivités allant des sketchs, des démonstrations en arts martiaux et autres défilés militaires étaient au rendez-vous de cette cérémonie de baptême de la 18e promotion des enfants de troupes de Niamey. Une promotion qui compte notamment 20 élèves féminins dans son effectif. Et puis sur le front social, le bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, tient depuis ce matin les assises de sa 2e assemblée générale ordinaire au titre de son mandat, des assises à l'issue desquelles la CDTN compte faire le bilan des activités de l'année écoulée et envisager de nouvelles perspectives. Retrouvons Service Ngardjela. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a saisi cette occasion pour faire le bilan régional de ses activités de l'année écoulée afin de remédier aux difficultés rencontrées et d'envisager des perspectives. Pour celle de 2013 qui est en cours, elle a pour objet de faire le bilan des activités réalisées tant au plan national qu'au niveau régional, de dégager les perspectives, mais aussi, puisqu'elle se tient à la veille de 2014, elle va également ébaucher la question du congrès de 2014 de la CDTN. Comme vous le savez, il y a déjà un comité qui a été mis en place avec beaucoup de démarches qui ont été entreprises. Ça sera une occasion pour donner donc de l'information à ceux qui sont venus des régions, mais également donner les instructions nécessaires afin de se préparer sur cette question d'élection professionnelle qui aura lieu selon le gouvernement en 2014. Les militants de la CDTN auront à analyser les événements économiques et politiques de l'année 2013 qui ont marqué le Niger afin de mieux situer les activités de la CDTN pour les années à venir, a indiqué le secrétaire général de la dite Confédération, Idriss Djibrila. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a souligné la volonté manifeste du gouvernement d'honorer ses engagements au cours de l'année 2014. Le gouvernement suit avec attention
l'évolution des engagements qu'il a pris vis-à-vis du mouvement syndical. Ni incapacité, ni mauvaise volonté du gouvernement à honorer ces engagements. Nous sommes seulement en train de constater ou de vivre des conséquences des vicissitudes sociopolitiques de notre pays qui, il fallait s'y attendre, ne peuvent pas ne pas avoir des conséquences ou des incidences sur d'autres pans de la vie sociale. Le ministre Lawali Chaibou a exhorté les militants de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger à plus d'abnégation, car la sécurité sociale est le socle de tout développement, a-t-il poursuivi. Et puis, signature ce matin d'une convention de partenariat entre le CET ASNI et l'École supérieure des sciences appliquées et de la technologie ESAT Tunisie. Il s'agit pour ces deux écoles de contribuer à la promotion d'un enseignement supérieur de qualité dans leurs deux pays respectifs. N'est-ce pas, Mariama Soumana? Par ces gestes, le complexe d'enseignement technique CET ASNI vient de sceller un partenariat avec l'École supérieure des sciences appliquées et de la technologie ESAT Tunisie. Cette convention va permettre aux deux institutions de promouvoir un enseignement supérieur de qualité au Niger et en Tunisie, deux pays fortement attachés au développement des ressources humaines. La vision du complexe d'enseignement technique CET ASNI est donc de contribuer à former les futurs maîtres de l'industrie nigérienne et africaine. Cette vision, sans nul doute partagée par nos partenaires de l'ESAT de Tunisie. Les deux écoles s'emploieront à donner aux étudiants les moyens d'exercer leur talent, principalement à partir de leur pays, mais en gardant comme objectif le service d'un marché étendu à l'échelon mondial. Je me permets de vous rappeler brièvement les contours de ce partenariat. Il s'agit entre autres de l'enseignement et de la formation à travers le renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif, la recherche scientifique, les activités académiques à travers l'harmonisation des programmes de formation, l'échange d'étudiants et d'enseignants, etc. Première université privée du Sud, l'ESAT Tunisie entend œuvrer pour atteindre l'objectif visé par ce partenariat, celui de répondre aux besoins des entreprises. Nous espérons, Inch'Allah, recevoir des étudiants nigériens parmi nos étudiants pour leur permettre une formation qu'ils vont mettre au profit de leur pays, le Niger. Les attentes de deux parties pour cette coopération sont grandes. Espérons que nous serons à la hauteur de ces attentes. Inch'Allah, nous, on vous promet de donner le maximum de ce que nous pouvons faire pour faire réussir cette coopération. Le ministère de l'Enseignement supérieur, par la voix de son secrétaire général adjoint, a affirmé son engagement à accompagner ces écoles dans la recherche de l'excellence. Soyez donc rassurés que vous avez tout le soutien et les encouragements de mon département ministériel pour cette belle initiative d'ouverture vers le monde extérieur. Cela vous permettra sans doute d'améliorer la qualité de vos enseignements et aller dans le sens de l'excellence, vœu cher aux autorités de la 7e République qui accordent une place de choix à l'éducation et à la formation. S'en est suivi la remise des cadeaux offerts par le CET ASNI à la délégation tunisienne. Cette 6e convention de partenariat que vient de signer le CET ASNI avec les écoles de la sous-région apportera sans doute une réponse aux nombreux Nigériens et Tunisiens en quête d'une formation de qualité. Éducation, toujours le directeur général de l'Institut de formation et technique de l'information et de la communication, IFTIC, a donc effectué ce matin pour sa part une visite à l'ITT de Niamey, une visite qui entre dans le cadre du partenariat qui lie notamment les deux établissements. Taïro Amadou. Cette visite entre dans le cadre du partenariat entre l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, et l'ITT, qui est une entreprise à l'informatique, technique et technologie. Au cours de la visite, une brève présentation de l'entreprise a été faite par le service commercial. Saisissant cette occasion, le directeur général de l'IFTIC a salué cette initiative avant de féliciter la direction générale de l'ITT et son staff.
La délégation a ensuite visité les différents produits de l'ITT, la salle de maintenance, le magasin et aussi les services. Très satisfait de cette visite, le directeur général de l'ITT nous livre ses impressions. Nous allons collaborer dans un partenariat qui intéresserait nos deux parties. Les perspectives, c'est ce que nous sommes en train de développer actuellement. On met tous les moyens dessus pour pouvoir développer tout ce que nous sommes en train de faire. Le secrétaire général de l'IFTIC, au nom de la délégation, a aussi félicité l'initiative de la direction de l'ITT. Au cours de la rencontre que nous avions eu à organiser dans le bureau du directeur général de l'IFTIC, nous avons mûrement réfléchi. Et c'est sur la base de cette réflexion que le directeur général d'ITT à son tour nous a conviés à venir visiter son institution. Au cours de cette visite, nous avons vraiment été impressionnés par les merveilles qu'ITT Informatique offre aux Nigériens. Cette visite d'échange entre l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication va renforcer le lien de partenariat entre les deux services. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.